Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la soumission chimique. Le terme désigne le fait de droguer une personne pour annihiler sa volonté et commettre un crime ou un délit. Un fléau qui prend une ampleur croissante dans la société et que nos invités ne connaissent que trop bien. Sandrine Josso, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Loire-Atlantique et vous avez consommé à votre insu de l'ecstasy dans ce que vous pensez être une tentative de soumission chimique. Merci d'être là. Caroline Darian, bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association M'endors pas. Vous avez également signé l'ouvrage Et j'ai cessé de t'appeler papa après avoir brutalement découvert le double visage de votre père. Merci à toutes les deux pour votre présence courageuse. Avant de vous entendre sur vos expériences, on va écouter le discours que vous avez prononcé à l'Assemblée nationale le 16 janvier dernier, Sandrine Josso, quand vous y avez repris vos fonctions. Vous étiez absente depuis 2 mois et ce fameux soir de novembre où vous avez eu très peur. On écoute. Le 14 novembre dernier, je suis allée chez un ami, le cœur léger, pour fêter sa réélection. J'en suis ressortie terrorisée. J'ai découvert un agresseur. Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Je ne vous parle pas en tant que femme victime, mais en tant que députée de la nation qui s'indigne que ce sujet ne soit pas pris à bras-le-corps. Cette prise de parole a été très forte, très entendue en France, mais ça rapporte un événement extrêmement violent de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là ? Alors ce soir-là, je suis allée chez un ami qui est sénateur pour fêter sa réélection. Et donc je me suis aperçue au bout de quelques, on va dire, dizaines de minutes qu'il avait des comportements différents d'habitude. Et donc pour fêter sa réélection, il m'a servi un verre de champagne qu'il a d'abord préparé dans la cuisine. Et moi j'étais dans le salon. Il l'a apporté, on a trinqué. Et là j'ai commencé au bout de 15 minutes à avoir des symptômes comme par exemple des palpitations très importantes, également des nausées. Et je me raisonnais, je me disais que c'était peut-être parce qu'il était tard ou que j'étais fatiguée. Et puis au fur et à mesure du temps, en regardant ses comportements, j'étais de plus en plus préoccupée parce qu'il faisait des choses étranges comme éteindre la lumière, la rallumer. Et les médecins m'ont expliqué après que c'était justement pour augmenter l'efficacité de la drogue. Et de là, à un moment donné, j'ai aperçu dans la cuisine, lorsqu'il a proposé de me resservir un verre, j'ai aperçu qu'il avait dans ses mains un sachet blanc. Et là, j'étais déjà sous les premiers effets de la drogue. J'ai compris que, en fait, il m'avait droguée. C'était pour ça que j'avais ces symptômes. Et à ce moment-là, j'avais également la bouche sèche. Je ne voulais pas lui dire que je me sentais mal parce qu'il y avait pour moi malheureusement que 2 issues. C'était soit je réussissais à sortir de ce guet-apens, malgré tous les troubles que j'avais, parce que je tremblais, je sentais que je n'allais pas pouvoir tenir debout très longtemps. C'était soit j'arrivais à m'échapper, comme une évasion si vous voulez, soit malheureusement j'allais être prise voilà, dans un guet-apens et aller certainement subir quelque chose que je ne voulais pas et que je n'allais pas pouvoir me défendre. Et comment vous allez aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je vais mieux. J'ai toujours des symptômes de stress post-traumatique que je régule comme je peux au quotidien, avec bien sûr l'aide de ma psychologue. Et aujourd'hui, justement, quand vous avez passé cette image tout à l'heure de l'Assemblée nationale, eh bien, je suis passée de femme victime à députée de la nation qui s'engage contre ce fléau. Et vous vous engagez justement auprès de Caroline Darian, qui est ici à nos côtés. Caroline, vous êtes la fondatrice de l'association M'endors pas, stop à la soumission chimique. Vous aussi, vous connaissez malheureusement ce sujet de trop près parce que votre mère, en fait, a été droguée pendant 10 ans quasiment par votre père. Comment vous avez appris cette histoire inimaginable pour vous ? Moi, c'est le 2 novembre 2020 où ma mère m'appelle en fin de journée, c'était à lundi, pour m'expliquer que son mari, qu'elle a accompagné le matin même au commissariat de police pour, a priori, des raisons administratives. À ce moment-là, on a dû lui apprendre
que son mari la drogue depuis plusieurs années, environ presque 10 ans, pour abuser d'elle et la faire abuser par des hommes. Et puis, on apprendra plus tard, au gré de l'instruction, cette instruction qui va durer quasiment 2 ans et demi, qu'ils ont été plus de 80 à bénéficier de ce sinistre protocole. Et ils sont juste 51 à avoir été écroués. Et cette année 2024 devrait être une année importante pour nous, pour ma maman victime de cette affaire, et puis pour nous les enfants, puisque le procès devrait démarrer. On attend incessamment sous peu une date de démarrage. Vous auriez pu imaginer ça de votre père? Absolument pas. Moi, on est 3 enfants. J'ai un frère aîné, un petit frère. Moi, je suis la seule fille. J'étais très proche de mon père. Très proche de mon père. J'avais une relation de proximité, de confiance. Voilà. Donc, évidemment, le jour où on nous apprend ce cataclysme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est très compliqué d'avoir à rester debout, d'avoir à continuer, d'essayer d'avoir une vie normale. Parce que de toute façon, on sait qu'on n'aura plus jamais une vie normale en tant qu'enfant de victime comme l'a été ma mère et comme elle l'est aujourd'hui, hein, et enfant de bourreau aussi, comme l'a été mon père. Comment va votre mère? Elle va, j'ai envie de dire qu'elle va bien parce qu'elle est extrêmement bien entourée. Après, vous savez, quand on arrive la soixantaine, après avoir partagé 50 ans de sa vie avec la personne qui compte le plus, une des personnes qui a compté le plus au monde dans sa vie, puisque elle a rencontré mon père, ils avaient 18 ans, ils se sont très vite mariés, ils ont fait 3 enfants. Ma maman, il y a 4 ans, elle a tout perdu. Elle a perdu la vie qu'elle pensait avoir avec l'homme qu'elle pensait connaître. Et puis, c'est toute une page de sa vie qui a dû se tourner malgré elle. Donc, pour elle, la reconstruction est très longue. Et elle ne s'arrêtera sans doute jamais. On peut le comprendre. Alors, je regardais les chiffres sur les signalements de soumission chimique. Ils ont été multipliés par 3 en France en l'espace d'1 an. On est passé à près de 2000 plaintes ou appels recensés en 2022 contre seulement 700 environ en 2021. Qu'est-ce qui explique cette explosion? Ce que dit le docteur Leïla Chawachi, donc, qui travaille au sein du Centre d'évaluation et d'information de pharmacovigilance de Paris, c'est que ces cas ont été énormément, se sont accélérés ou augmentés de façon exponentielle post-Covid. Évidemment, imaginez-vous qu'au moment du Covid et de ces enfermements à répétition, ce type d'arsenal a été multiplié beaucoup, enfin en tout cas a été énormément utilisé. Donc après, il a fallu le temps pour les victimes de se signifier. Et parce que, en fait, la soumission chimique, c'est encore quelque chose qui est trop peu connu dans la société et on ignore qu'on peut en avoir été victime finalement. Absolument. Alors, il y a des victimes qui s'ignorent. Et effectivement, avec toute la campagne que fait depuis de nombreux mois M'endors pas, eh bien, ça permet à certaines victimes de se rendre compte de ce qui s'est passé parce qu'il y a aussi tout ce phénomène d'amnésie. Donc, c'est très difficile pour la victime de rassembler toutes les informations par rapport à ce qu'elle a vécu lorsqu'elle a été soumise. Et puis aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une victime, comme elle a des pertes de mémoire, eh bien c'est difficile pour elle parfois d'être crue parce qu'il y a des injonctions contradictoires. Lorsqu'elle porte plainte, des victimes m'ont raconté que comme les policiers ne sont pas formés à la soumission chimique, en fait, ces personnes-là ne comprennent pas. Les policiers disent « mais vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas ?» Et en fait, c'est ça, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce phénomène soit plus connu, à savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à n'importe quel âge, que ça arrive dans une sphère qui est parfois une sphère amicale, une sphère privée. C'est pas ce qu'on imaginait tout simplement en se disant que ça peut arriver uniquement dans les boîtes de nuit ou
ou les bars. Non, non. Ça peut arriver à n'importe qui, et même dans des moments où on se sent, et dans des endroits où on se sent en sécurité. Je me permets juste de rajouter à ce que dit Sandrine une chose importante, c'est qu'il faut bien distinguer la vulnérabilité chimique, qui est la consommation de substances psychoactives que la victime ou que la personne aura décidé de consommer, de la soumission chimique, qui est l'administration de substances psychoactives, que sont des drogues, comme ça a été le cas pour Sandrine, ecstasy, mais aussi MDMA, GHB et j'en passe, mais aussi beaucoup de substances médicamenteuses. Et c'est ça aussi qui est important de signifier aujourd'hui, c'est que dans la majorité des cas, malheureusement, c'est quand même l'armoire à pharmacie qui arrive en première tête de liste des substances utilisées par les prédateurs et les agresseurs à des fins d'agression sexuelle. Voilà. Et ça, c'est important que les gens se le représentent parce que c'est vrai, comme le dit Sandrine à juste titre, on a tendance à penser dans l'inconscient collectif que la soumission chimique, ce genre de cas, de situation, s'opère majoritairement dans la sphère festive, voire étudiante. Or, pas du tout. Ça s'appelle une idée préconçue, puisque on le sait, la majorité des cas qui remontent s'opèrent dans la sphère intrafamiliale, privée, et souvent, les victimes connaissent leur agresseur, leur font confiance. C'était le cas de votre maman, mais elle, d'ailleurs, excusez-moi, c'était le cas de votre maman, puisque elle, c'était dans la sphère domestique, et en fait, elle a été soumise avec des somnifères, c'est ça ? Alors oui, ce qu'utilisait mon géniteur, lui, c'était une alliance d'anxiolytiques et de somnifères. Donc autant vous dire que ça pouvait la faire plonger plusieurs heures d'affilée. Et oui, c'était mélangé à son café noir le matin, son jus de fruits, son verre de table le midi, parfois même dans son assiette écrasée. Donc on arrivait à un syndrome comatique où elle pouvait être totalement inconsciente et inerte, pendant plusieurs heures. Et pendant ce temps-là, les agresseurs faisaient chou gras de ça, quoi. Voilà. Il y a la question de la formation des forces de l'ordre pour reconnaître et pour identifier qu'on peut ne pas se tenir. Il y a aussi la question de la formation du personnel médical. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut travailler en particulier de ce côté-là ? Alors oui, la formation au sens large, finalement, auprès bien évidemment de toutes les professions médicales, paramédicales, pour faire de la prévention, bien évidemment auprès des forces de l'ordre, et puis tout le personnel de l'éducation aussi. C'est important parce que, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, ça arrive malheureusement dans des contextes intrafamiliaux et très souvent aussi dans des cas d'inceste. Absolument. Et ce qui est important aussi de dire, dans le cas de ma mère, moi je peux en parler parce que, ma mère, elle a vécu ce que l'on appelle 10 ans d'errance thérapeutique. C'est-à-dire que ma mère a vu des gynécologues, des médecins généralistes, 3 neurologues, des examens médicaux, elle en a fait. Elle n'est pas restée à attendre, à s'interroger dans son coin sans aller consulter le corps médical. Et le corps médical n'a pas su détecter, ce qui veut bien dire qu'en fait, là où le bas blesse aussi, c'est la formation continue de ces différents spécialistes sur ce sujet-là, qui est aujourd'hui un sujet qui passe totalement sous les radars, à commencer par le corps médical, qui est supposé être le premier rempart pour les victimes. Alors justement, quand on pense qu'on a été victime, quand on soupçonne quelque chose, quelle est la démarche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, première chose à faire, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ce que fait l'association M'endors pas, dont je suis porte-parole, et je suis très fière, très honorée de l'être, parce que en parler, c'est déjà sensibiliser et prendre conscience du phénomène. En parler, ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir aller porter plainte. Et parfois, voilà, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, peut se retrouver devant une difficulté, c'est devant quelqu'un qui prend notre plainte, mais qui ne connaît pas ce phénomène. Donc, dans un troisième temps, il faut aussi avoir des preuves. Et ça, il y a toute une organisation à revoir
pour l'accessibilité, permettre justement à ces victimes de pouvoir se faire une prise de sang, une analyse séquentielle des cheveux, une analyse d'urine. Et là, on a énormément de progrès à faire, tant sur le plan du personnel médical et aussi sur l'organisation territoriale pour recueillir toutes ces preuves. Donc, beaucoup à faire de ce point de vue-là. Vous êtes donc parlementaire, député. Vous allez donc pouvoir agir par vos fonctions pour faire évoluer l'arsenal législatif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour défendre les victimes de soumission chimique? Alors, comme c'est un phénomène qui est très peu reconnu, qui n'était pas en fait très bien, on va dire, connu non plus au sein de l'Assemblée nationale, eh bien, maintenant que tous ces députés sont informés, nous allons pouvoir justement regarder ce qui existe sur le plan législatif et les axes d'amélioration. Après, il y a aussi certainement des axes réglementaires, mais ce qu'on peut déjà se dire, c'est que finalement, dans la perception des citoyens, aujourd'hui, en fait, les victimes ont moins de droits que les auteurs, que les prédateurs. Donc tous les prédateurs, tous les dominateurs aujourd'hui doivent vraiment se dire qu'ils ne peuvent plus le faire. Parce que maintenant, il faut se doter de moyens pour faire en sorte que ces prédateurs, tous ces auteurs, aient des peines exemplaires. Il faut tout simplement que la peur change de camp. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sandrine Josso. Merci à vous, Caroline Darian. Je rappelle le nom de votre association. C'est M'endors pas, stop à la soumission chimique. On peut d'ailleurs la soutenir en faisant un don sur votre site ou sur la page Hello Asso. Et puis, je souligne également l'existence sur les réseaux sociaux du hashtag Balance ton bar pour raconter des expériences ou bien montrer du doigt justement les établissements qui sont trop laxistes sur la question. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues témoigner de ce sujet trop peu connu. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.